Génome et histoire humaine. On va pouvoir se poser la question dans ce cours, l'histoire humaine lue dans le génome, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'à partir d'une simple lecture d'une succession de nucléotides, on peut retracer l'histoire de l'homme? Bon, tout un programme. La diversité des allèles entre les génomes humains individuels permet de les identifier et par comparaison de reconstituer leurs relations de parenté. Les génomes portent en eux-mêmes des traces de l'histoire de leurs ancêtres, et ces traces vont s'altérer avec le temps, mais permettent néanmoins de remonter à un grand nombre de générations. Alors nous allons essayer de recenser, d'exploiter quelques informations sur la diversité allélique au sein des populations. On prendra l'exemple de l'homme. Alors, on avait vu donc qu'il existait une certaine identité génétique. Alors, il suffit de connaître toute la séquence, la séquence intégrale d'un génome, donc question nucléotide, pour dire, eh bien, l'homme, il a tel nombre de nucléotides correspondant à son programme génétique, sachant que, évidemment, ce programme est divisé en plusieurs parties. Il y a des allèles, des gènes, etc. Bon, ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Donc l'identité génétique, elle découle du séquençage des génomes humains. Un séquençage qui peut être complet ou moins complet, ça dépend, mais l'homme a pu, enfin les savants, les scientifiques ont pu réussir à séquencer entièrement le génome humain, donc de certains hommes en tout cas. Donc on va essayer de trouver quelques informations qui vont provenir de comparaisons de génomes et on va essayer de comprendre à travers deux méthodes la reconstitution de l'histoire humaine. Alors on ne va pas évidemment reconstituer l'histoire humaine dans son intégralité, hein, mais il s'agit juste de donner des pistes. Alors on va parler dans une première méthode d'haplotype. Alors haplogroupe, on va dire plutôt haplogroupe. Bon, les haplogroupes sont basés sur le fait que les chromosomes Y sont portés par tous les hommes, le côté masculin. Et on pourrait faire de même sur le matériel génétique des mitochondries chez les femmes. Bon, là, on va s'occuper des hommes. Bon, alors, les résultats seraient les mêmes. Hein, bon, mais là, on va simplement s'occuper de ce qui concerne le chromosome Y. Donc, ces chromosomes Y ne se recombinent pas. Il n'y a pas de recombinaison. Alors, c'est une notion qu'on n'étudie pas en seconde. Donc, il est possible que certains élèves aient du mal à comprendre, donc quelques petites explications seraient les bienvenues. Bon, ce que nous n'allons pas faire ici. Les mutations que portent ces chromosomes Y sont héritées, on va dire, en bloc de génération en génération. Un haplogroupe va correspondre à un tel groupe de mutations héritées en commun et qui peuvent être utilisés pour retracer des parentés chromosomiques. Alors si on prend l'exemple de deux personnes qui sont très proches au niveau dans une fratrie ou deux cousins, admettons, donc deux cousins par la lignée maternelle, ils peuvent avoir une parenté de chromosome Y qui peut être très éloignée. Leur parenté est proche. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Nous allons comprendre tout à l'heure. Donc, certains documents vont pouvoir, donc que vous allez essayer de trouver sur Internet, vont pouvoir vous permettre de comprendre comment les haplogroupes peuvent être utilisés pour reconstituer des parentés. En fait, on va faire une matrice mutation haplogroupe. Il va falloir également un arbre de parenté des haplogroupes et une carte de répartition mondiale de la population humaine, donc qui a subi certaines migrations. Alors,
on prend le cas du chromosome Y pour ne pas introduire de concept supplémentaire, donc du fait que le chromosome mitochondrial et sa transmission maternelle est un cas un peu spécial, puisqu'on remarque que seul l'ovule accueille le spermatozoïde, et donc dans le cytoplasme il y a des mitochondries, et donc ce sont ces mitochondries qui sont transmises aux cellules filles de la mère. Donc ce qui n'est pas le cas chez les garçons, puisque c'est juste donc si par exemple c'était l'ovule qui venait à la rencontre du chromosome Y, donc de la cellule, pas du chromosome Y, mais de la cellule, donc du spermatozoïde qui contient le chromosome Y, eh bien on aurait le cytoplasme du chromosome qui porte Y. Mais c'est bien le chromosome, le spermatozoïde qui porte Y qui va aller fusionner son matériel génétique avec celui de l'ovule. Donc il y a bien uniquement le cytoplasme de l'ovule. Alors la relation entre le nombre de mutations partagées et la parenté est fondamentale pour comprendre cette méthode. Elle peut également être soumise en relation avec le temps écoulé et rappeler le principe de l'horloge moléculaire que l'on a vu précédemment, donc vous référez à d'autres cours. Ensuite, deuxième méthode va présenter une approche de la question de l'origine de l'homme d'aujourd'hui, en s'intéressant à la diversité allélique de manière générale. Les données sont issues d'un programme qui a été établi il y a quelque temps et qui s'appelle 1000 génomes. Donc, ce qui va permettre de mettre en relation une perte de diversité génétique en relation avec l'effet fondateur associé aux migrations humaines successives. Alors, essayons de comprendre un petit peu cette histoire humaine qui peut être lue dans le génome. Que va nous apprendre la comparaison des génomes actuels sur l'histoire récente de l'humanité? Il faut savoir que la diversité génétique est liée aux mutations accumulées de génération en génération et qui tend donc à augmenter au cours du temps. En comparant les génomes actuels, on peut comparer la diversité des populations et reconstituer les principales étapes de l'histoire humaine récente du moins. Alors essayons de reconstituer les parentés entre les groupes humains. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc on a bien une matrice où l'on nous présente le nom des mutations, par exemple M168. Alors on parle, donc on nous dit 1, 2, 7, 0, 2, 6, 2, 0, 6, 2. Donc 1270 suivi de 2062 et C vers T, ça veut dire qu'une mutation ponctuelle s'est produite. Et on nous présente donc également les haplogroupes, par exemple l'aplogroupe C, il y a bien eu la mutation C vers T correspondant à la mutation M168. Voilà, donc il y a également P, donc la mutation P143 et M130, donc il y a bien eu des mutations dans ces trois cas-là. Alors concernant M168 pour l'aplogroupe C, on a C vers T, et pour P143, on a G vers A, et pour M130, on a bien C vers T. Donc on a bien des mutations ponctuelles. Donc on a différents haplogroupes, par exemple C, D, E, F, G, H. Bon, il faut regarder la matrice, et on voit très bien la position, donc le positionnement des haplogroupes et des mutations. La reconstitution de parenté repose sur un principe simple. Donc si les mêmes mutations ponctuelles sont retrouvées chez deux individus, il est alors logique de supposer qu'elles proviennent d'un ancêtre commun qui possédait également ces mutations. Chaque homme possède un chromosome Y qui est nécessairement hérité de son père et au-delà évidemment de la lignée paternelle. Donc il y a en fait une succession de pères. L'étude des mutations portées par le chromosome Y a permis de définir des groupes de parenté entre les hommes du monde entier, ce que l'on appelle des haplogroupes.
Donc la matrice, comme je vous en ai parlé, elle montre comment de tels groupes peuvent être constitués par le partage de certains variants de 8 marqueurs génétiques dans ce cas-là. Donc ainsi on peut comprendre la constitution d'haplogroupes qui est basée sur le partage de mutations. Alors, on peut essayer également de comprendre la répartition mondiale des principaux haplogroupes dans 22 régions du monde. Donc c'est un texte, il y a un tableau qui est présenté d'après Underhill et al. Donc je vous invite à vous référer à ce document pour mieux comprendre. Alors on nous montre la carte mondiale, une map monde en fait, avec des mutations, des couleurs, etc. Bon, je vais vous en parler un petit peu après. Alors l'étude des haplogroupes montre qu'ils sont apparentés entre eux. Donc ça veut dire que il a existé des mutations et qu'il y avait bien une origine commune en fait. En supposant le taux de mutation constant, on rappelle que les mutations sont des phénomènes naturels, mais qui se font de manière aléatoire et qui peuvent être quelquefois favorables, quelquefois défavorables quant à la survie de la personne qui va posséder cette nouvelle mutation. Donc en supposant un taux de mutation constant, on estime l'origine commune entre 150 000 et 300 000 ans. Et c'est bien en Afrique que l'on retrouve la plus grande diversité d'haplogroupes. Donc l'homme est bien né, provient bien de l'Afrique. En Europe, l'aplogroupe majoritaire est le R, qui est l'un des nombreux sous-groupes de F. Donc on avait cité le F tout à l'heure. Alors, des études sur les ADN anciens ont montré qu'il est apparu il y a 5000 ans, seulement en provenance de l'Est, ce qui coïncide avec l'apport des langues indo-européennes. Bon, donc sur la map monde, on nous présente donc des haplogroupes, alors on va dire A, B, E, etc., correspondant globalement à des mutations. Alors il faut avoir le document devant soi. Et puis on voit très bien là que l'origine humaine est d'origine africaine et que donc il y a eu par conséquent des vagues de migration que l'on peut comprendre aisément dans un autre document, donc qui va correspondre à ce que l'on appelle la diversité génétique en fonction de la distance à l'est de l'Afrique, et on verra également un modèle de reconstitution des migrations de populations d'Homo sapiens à partir du continent américain. Donc on nous présente un graphique montrant les gènes à l'état hétérozygote en pourcentage en fonction de la distance de l'Afrique de l'Est, donc à l'Afrique de l'Est, en kilomètres. Donc on part de 0 et on va jusqu'à 25 000 kilomètres. Les gènes, on va de 75, alors ça va de 0 à 75, mais en commençant par 75 gènes correspondant donc à ce que l'on trouve en Afrique. Ensuite, on va avoir donc 75 gènes à l'état hétérozygote, en pourcentage, 75% en fait, pas 75 gènes, 75%. Donc en Afrique, donc c'est bien en Afrique le départ, et puis ensuite on voit que le pourcentage de gènes à l'état hétérozygote va diminuer à mesure que l'on s'approche de l'Europe, où on voit plein de petits points verts, alors tout à l'heure on voyait plein de petits points rouges à 75%, situés pratiquement à une distance 0, évidemment, de l'Afrique de l'Est en kilomètres, et à mesure que la distance augmente, on trouve des gènes à l'état hétérozygote dont la quantité va diminuer. En Europe, et à 5000 km à peu près, on trouve à peu près entre 65 et 70%, alors qu'en Afrique, à la distance 0, on avait plutôt entre 70 et 75%. Et puis on a également en Asie centrale et du Sud, on a à peu près la même chose que les gènes à l'état hétérozygote de l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a eu des migrations qui sont parties de l'Afrique et qui sont arrivées, donc qui sont allées en Europe et en Asie centrale et du Sud. Alors on voit quelques points, alors on va dire la couleur jaune, dont la majorité est entre 60 et 65%
de gènes à l'état hétérozygote en Asie de l'Est. Donc ça veut dire que la migration s'est poursuivie et on est là à 10 000 km du point de départ. Donc on voit très bien que la mutation est réelle. Ensuite, un petit peu plus loin, on voit qu'il y a eu, donc à 15 km de distance, il y a eu, et en Océanie, une migration, et puis ensuite en Amérique, à partir de, donc là on commence entre 15 000 et 20 000 ans, une migration qui s'est faite en direction de l'Amérique, où on trouve des gènes des pourcentages de gènes entre 60 et 45%. Bon, là on voit clairement que la diversité génétique qui peut se mesurer précisément par la fréquence d'allèles présents en 2 exemplaires différents. Donc on montre des gènes à l'état hétérozygote et ce graphique représente la proportion de gènes hétérozygotes chez des individus du monde entier en fonction de la distance du lieu de vie des individus par rapport à l'Afrique de l'Est. Donc la migration des peuples est bien réelle. Plusieurs mécanismes peuvent diminuer la diversité génétique d'une population. En effet, des difficultés peuvent être rencontrées et la sélection naturelle, bien entendu, va jouer. Il y a également le problème des migrations. Lorsqu'une petite population se sépare d'une population ancestrale, elle n'emporte et ne transmet qu'une petite fraction des allèles qui étaient présents initialement. On parle d'effet fondateur, comme on l'avait vu dans un autre cours. Donc à partir de ces données, on a pu reconstituer, à partir de ces données et de la comparaison des haplogroupes, on a pu reconstituer l'histoire probable des migrations de l'espèce Homo sapiens à partir du berceau africain. Donc je vous invite à trouver une carte sur un modèle de reconstitution des migrations de population d'Homo sapiens à partir du continent africain. Alors on voit très bien des lignes, des vagues de migration avec des épisodes également de retour vers l'Afrique. Bon. Donc, épisode de migration, on a dit, de l'Afrique vers le Moyen-Orient, puis vers l'Europe et l'Asie centrale en parallèle, assez en parallèle en fait. Donc ça veut dire que des peuples se sont séparés, des peuples qui sont partis ensemble ou à peu près en même temps, se sont séparés par exemple en 2 groupes, en tout cas on peut l'imaginer. Et puis ensuite, ces migrations ont atteint l'Océanie et puis enfin les Amériques. Alors c'est étrange que l'Amérique en fait c'est peuplé depuis très peu de temps en fait. Donc c'est assez étrange. Donc voilà, comprendre comment on peut reconstituer l'histoire récente de l'humanité et expliquer la diversité génétique humaine. Bon, on a montré que des haplogroupes sont apparentés et des études valident l'hypothèse d'une origine unique et africaine d'Homo sapiens, comme on a montré grâce aux vagues de migration et en étudiant le pourcentage de gènes hétérozygotes, donc à l'état hétérozygote en tout cas. Et on peut mettre en relation la répartition des haplogroupes avec la reconstitution probable des migrations d'Homo sapiens en utilisant différentes données. Alors, par exemple, si on revient sur la première carte, donc on avait l'aplogroupe G, par exemple, qui avait 4 mutations en commun avec l'aplogroupe H. Bon. Donc vous voyez sur le tableau, sur la matrice que vous avez pu trouver, donc on a seulement, par contre, 2 en commun avec l'aplogroupe C. Donc ça veut dire que les haplogroupes G et H sont plus apparentés entre eux qu'avec l'aplogroupe C. Tous les haplogroupes possèdent des mutations en commun, ce qui montre évidemment une origine commune. Alors les haplogroupes, on a dit, ont une origine commune et ils sont plus proches de la racine, enfin les plus proches de la racine sont A, B et E. Donc ce sont des haplogroupes qui sont localisés en Afrique, donc tout concorde bien. Et la diversité génétique la plus élevée est retrouvée en Afrique, ce qui paraît un peu logique. Et la diversité va diminuer progressivement avec l'éloignement par rapport à l'Afrique, et tous ces arguments sont bien en faveur et confirment sont bien en faveur d'une origine africaine. On peut remarquer que l'aplogroupe Q est retrouvé en Amérique et en Asie centrale. Donc il y a eu des migrations depuis au moins 11 000 ans.
Et l'aplogroupe R est retrouvé en Asie centrale, en Océanie et en Europe. Donc migration d'Asie en Europe et d'Asie en Océanie. L'aplogroupe C, lui, est en Asie et en Océanie. Ainsi, à travers l'ensemble des documents, on voit bien que tous les hommes modernes, donc Homo sapiens, ont bien une origine commune africaine. On voit bien que la diversité des populations humaines actuelles s'explique par diverses vagues migratoires, y compris des retours en Afrique, donc colonisant ainsi l'ensemble de la planète. Et ces résultats sont globalement cohérents avec la localisation et l'âge des fossiles que l'on peut trouver. Donc on peut donner l'âge de quelques fossiles qui ont été retrouvés, par exemple moins 40 000 ans en Italie, moins 120 000 ans également. Alors quelque part en Europe, pas très loin de l'Italie, on peut retrouver moins 160 000 ans en Afrique, moins 195 000 ans en Afrique de l'Est, etc., etc., etc. Bon. Et il y a moins 11 000 ans, on a retrouvé donc un fossile, probablement une personne qui commençait seulement la migration en direction du continent américain. Bon, donc c'est étrange, on peut très bien imaginer une histoire comme cet homme est mort là ou cette femme à cet endroit-là, et puis on imagine donc des gens qui étaient avec lui et qui ont continué à vivre leur vie. Bon voilà, ce sont des documents qui sont pas faciles à comprendre. Il faut avoir les documents devant vous. Moi, vous avez remarqué que je vous explique les choses, mais je ne mets pas de documents pour des raisons de droit d'auteur que je respecte tout à fait. Voilà, histoire humaine lue dans son génome. On a bien appris la comparaison des génomes actuels sur l'histoire récente de l'humanité. Et bien, ce qui nous montre qu'on a bien une origine africaine. Bon, le cours est terminé. Merci.